Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les mécanismes de défense et pour répondre à la question en gros, pourquoi ton cerveau résiste à la guérison. Vous le savez maintenant, si ça fait un moment que vous me suivez, j'aime bien comprendre les choses pour avancer. Dans ma guérison, savoir c'est vraiment ce qui m'a donné du pouvoir en quelque sorte. Et je trouve ça tellement important que c'est pour ça que je vous explique souvent beaucoup de choses, de concepts, de mécanismes dans la maladie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des résistances au changement. Les résistances au changement sont quelque chose de très courant dans n'importe quel processus psychologique. C'est pas réservé à la guérison des troubles alimentaires, c'est pas un manque de volonté, c'est pas de la faiblesse, c'est le cerveau qui fait son travail de protection. Et pour vous expliquer tout ça, je vais donc commencer par vous parler de neurosciences. Donc, pourquoi le cerveau résiste au changement ? Je le dis souvent, le corps est ultra intelligent et le but de ton cerveau, c'est de vivre, de te garder en vie. Pour cela, il a développé au fil de l'évolution des circuits neurologiques qui cherchent avant tout la sécurité et la prévisibilité. Donc, ce que ton cerveau déteste entre autres, c'est le danger, même symbolique, comme le changement ou l'inconnu, et l'imprévu. La conséquence, c'est que même si une habitude est douloureuse ou autodestructrice, comme la restriction alimentaire, comme les compulsions, l'hypercontrôle, si c'est répété et connu, le cerveau le considère comme plus sûr qu'un changement. Il préfère rester dans un schéma toxique mais familier que s'aventurer dans l'inconnu, même si celui-ci mène à la guérison. La neuroplasticité, ça désigne la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales au fil du temps. Ça signifie qu'il est toujours possible d'apprendre, de s'adapter, de se réparer. Mais la neuroplasticité a un revers, le cerveau renforce dans ce qu'il répète. Autrement dit, plus un comportement est répété, plus les circuits neuronaux qui le soutiennent deviennent solides et automatiques. Par exemple, si chaque fois que tu ressens de l'angoisse, tu te restreins, ton cerveau il apprend que angoisse est égale à restriction est égale à soulagement. Il va donc automatiser ce réflexe pour t'aider à l'avenir. Donc cette partie, elle t'explique vraiment pourquoi ton cerveau, il a peur de changer. Il a peur d'aller vers l'inconnu que représente la guérison et pourquoi c'est plus facile pour lui de rester dans les schémas toxiques et autodestructeurs de ton trouble alimentaire. Changer un comportement ancré, même si on le veut profondément, ça active des circuits d'alerte dans le cerveau. L'amygdale, qui est le centre de la peur dans le cerveau, il va s'activer face à tout ce qui ressemble à un danger. La partie de l'insula, elle va capter l'inconfort intérieur, les signaux du corps et participe à l'aversion face à certains ressentis, comme l'inconfort digestif, l'anxiété, etc. Et le cortex préfrontal, qui est lui lié à la prise de décision et à la régulation émotionnelle, est souvent sous-performant chez les personnes en restriction alimentaire sévère, ce qui rend la prise de recul et la flexibilité mentale plus difficiles. Voilà, tout ça c'est un peu technique dans le sens où je vous donne quand même pas mal de noms, mais on s'en fout en fait de savoir quelle région c'est exactement. Mais c'est juste pour comprendre que même si rationnellement on sait qu'on veut guérir, il y a une autre partie du cerveau qui est plus archaïque, qui perçoit ça comme une prise de risque. Donc pour résumer cette partie, le cerveau il préfère des habitudes connues, même si elles sont douloureuses, au changement inconnu. Et en effet, le changement il active des circuits cérébraux associés à l'alerte, à l'inconfort et à la peur. Donc c'est pas un manque de volonté si tu ressens une résistance intérieure, c'est une stratégie neurologique de survie. Mais je te rassure, c'est pas irréversible, ça veut pas dire que tu vas être bloqué toute ta vie avec ton trouble alimentaire. Je t'en parle plus loin dans cet épisode, de comment aider ton cerveau à surmonter ses mécanismes de défense, mais c'est important de comprendre ça pour avoir conscience que t'es pas faible et que c'est vraiment neurologique. Donc en deuxième partie de cet épisode, on va parler de concrètement c'est quoi ces mécanismes de défense dans les troubles alimentaires. Dans la première partie, je vous ai expliqué la théorie, le pourquoi votre cerveau il résiste au changement. Et maintenant, je vais parler des mécanismes de défense dans les troubles alimentaires, soit concrètement comment ça se manifeste. Et je pense que vous allez vous reconnaître sur pas mal de ces mécanismes. Un mécanisme de défense, du coup, en psychologie, c'est vraiment une stratégie inconsciente qui est mise en place par notre esprit pour nous protéger d'une douleur psychique qui est jugée trop intense. Et c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment des stratégies de survie psychique qui sont souvent héritées de l'enfance ou forgées dans des contextes douloureux.
Le premier mécanisme de défense, c'est le déni. C'est dire en fait j'ai pas vraiment un trouble. Souvent c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le début des troubles alimentaires. Le déni, ça permet de pas affronter l'angoisse d'avoir un problème ou d'avoir besoin d'aide. Ça permet de protéger un peu l'image de soi. Un deuxième mécanisme de défense, c'est la minimisation. Le fait de dire c'est pas si grave, je mange quand même. Ce mécanisme permet de rester dans la zone de confort, de pas changer sans se sentir hors norme. Elle évite d'affronter la douleur du constat en fait. Un autre mécanisme, c'est l'intellectualisation, c'est-à-dire je comprends tous les mécanismes de mon trouble, donc ça va, je gère. Ici, on déplace le problème sur un plan intellectuel, rationnel, pour pas ressentir des émotions. Le savoir, ça devient un refuge émotionnel. Je vous dis souvent que c'est important de savoir, je l'ai encore dit en début de cet épisode, mais l'important est de ne pas s'arrêter au savoir. Un quatrième mécanisme de résistance, c'est le clivage. Donc c'est la pensée en tout ou rien ou la pensée en noir et blanc. Donc c'est, par exemple, si je mange un cookie, j'ai tout gâché ma journée. Ce mécanisme, il empêche la nuance parce que la nuance, elle est angoissante. Et il permet de rester dans un monde binaire, donc noir ou blanc, qui est plus rassurant, pour éviter le flou, on va dire. Et un cinquième mécanisme de résistance, c'est le mensonge ou la dissimulation. Donc c'est dire, par exemple, que vous avez mangé alors que vous n'avez pas mangé, ou dire que vous n'avez pas fait de séance de sport alors qu'en fait vous avez fait une séance de sport et du coup vous avez compensé. C'est souvent une tentative inconsciente, évidemment, d'éviter la honte, la confrontation, la déception des autres. On protège vraiment son image de soi et la relation aux autres. Ces mécanismes, ils sont vraiment liés à une surcharge émotionnelle que le cerveau tente de réguler. Lorsqu'une émotion intense comme la peur, la honte, la colère surgit, l'amygdale, il va s'activer. Si le cerveau il perçoit que cette émotion, elle met en péril sa stabilité psychique, il va mettre en place ses défenses automatiques par des circuits qui sont bien rodés. Il ne faut pas voir ces mécanismes comme des ennemis, ce sont vraiment des stratégies qui ont été un jour utiles, parfois même vitales, et peut-être qu'elles le sont toujours d'ailleurs pour toi actuellement, mais que tu n'en as pas conscience. Le problème, c'est pas ces mécanismes de défense qui existent, c'est qu'ils s'activent encore, même quand c'est plus adapté à ta situation actuelle. Par exemple, si enfant, mentir te permettait d'éviter une punition ou la honte, ton cerveau il a intégré ce schéma comme efficace. Et aujourd'hui, il va continuer de le proposer même si tu es en sécurité. Et l'enjeu, c'est de faire comprendre à ton cerveau que tu es en sécurité. Et pour cela, tu as des thérapies comme l'EMDR pour aider ton cerveau à prendre conscience que ce qui appartient au passé n'est plus présent aujourd'hui. Je vais parler en troisième partie de ce que ces résistances, elles cherchent à éviter. Pour comprendre pourquoi ces résistances, elles sont si fortes, il faut regarder ce qu'elles essaient d'éviter en toi. À un niveau conscient, tu veux peut-être guérir. Mais à un niveau plus profond, ton cerveau archaïque, il peut percevoir la guérison comme un saut dans l'inconnu, une perte de repères, une exposition à des émotions trop intenses. Et du coup, il va activer des résistances pour t'épargner ce qu'il croit être insupportable. Donc voici les émotions principales que ces résistances au changement, elles essaient de te faire éviter. La première, c'est tout simplement la peur de grossir, la peur de perdre le contrôle, de plus te reconnaître, de perdre ton identité. Ton trouble, il a parfois été un rempart face à l'anxiété, et en sortir, c'est faire tomber ce rempart. Donc le cerveau qui déteste l'incertitude, il préfère rester dans un terrain connu. Une deuxième émotion que ça te permet d'éviter, c'est la honte. La honte d'avoir un trouble, d'être différent, de ne pas réussir à guérir, d'avoir repris du poids, d'avoir menti, etc. Une troisième émotion que ces résistances permettent d'essayer d'éviter en tout cas, c'est le vide. Tu as peut-être construit une partie de ton identité autour du trouble, il t'a donné un cadre, des repères, des règles, et en le quittant, tu peux ressentir un véritable vertige existentiel de qui je suis en fait sans mon trouble. Ce vide identitaire, il est souvent plus difficile à gérer que le trouble lui-même. Les résistances sont alors un moyen de rester attaché à ce qui remplit en quelque sorte. Et enfin, les dernières émotions que les résistances te permettent d'éviter, ou en tout cas cherchent à éviter, c'est la colère refoulée, la tristesse et les traumas. Il y a certains comportements alimentaires qui permettent vraiment d'anesthésier ou de canaliser des émotions anciennes, comme une colère, un sentiment d'abandon, un besoin d'amour qui n'a été pas comblé. Et en sortant du trouble, ces émotions, elles peuvent remonter à la surface comme un couvercle qu'on soulève trop vite. La résistance, elle est là pour dire je suis pas prêt à ressentir ça en fait. Donc comment repérer ces résistances ? Je vous le dis souvent, la prise de conscience, c'est souvent la première étape indispensable, parce qu'on ne peut pas travailler sur ce qu'on ne voit pas, sur ce dont on n'a pas conscience. Les résistances, elles sont pas toujours visibles ou identifiables d'emblée. Je vais donc te donner quelques conseils pour t'aider à en avoir conscience, mais d'ailleurs moi, il y a certaines de mes résistances au changement que j'ai eu conscience en parlant avec mon psy, c'est lui qui m'en a fait prendre conscience.
Donc qu'est-ce qu'une résistance ? Bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais en gros, une résistance, c'est pas forcément un grand nom, c'est souvent une esquive discrète, un micro-sabotage, une fausse bonne excuse, un petit plus tard répété. Donc voici quelques formes concrètes que la résistance peut prendre quand tu entames une démarche de guérison. C'est de rationaliser ce que tu fais, donc dire par exemple, c'est pas que je veux contrôler, c'est juste que je fais attention à ma santé. Ça peut être de repousser l'action au lendemain, donc dire je vais m'en occuper quand je serai moins stressée, quand j'aurai terminé cette étape dans mon année, quand j'aurai réussi à faire ça, enfin voilà. Ensuite, il y a surintellectualiser, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est le fait de passer des heures à lire ou à écouter des contenus sur la guérison, mais sans jamais rien changer concrètement. Comment ça peut aussi se démontrer concrètement une résistance, c'est de minimiser ta souffrance, donc dire c'est pas si grave comparé à d'autres. C'est de faire semblant d'aller bien, de rassurer tes proches, de dire que ça va, même quand ça va pas du tout. Et une dernière façon que ça peut se montrer concrètement, c'est de saboter tes petits progrès, c'est-à-dire que tu fais un pas en avant, puis tu te punis inconsciemment en revenant en arrière. Là, en m'écoutant, je pense que tu vas te dire « Ah mais oui, mais moi j'ai ces résistances-là en fait ». Et c'est normal, encore une fois, ça fait partie du process de guérison. Le but de ces résistances qui sont inconscientes, c'est vraiment de te protéger. Souvent, les résistances, elles apparaissent quand il y a deux parties de toi qui s'opposent, c'est-à-dire qu'il y a une part qui veut avancer, qui veut guérir, qui veut lâcher le trouble, et il y a une autre part qui a peur, qui doute, qui s'accroche à ce qu'elle connaît, même si ce sont des mécanismes qui te détruisent. C'est ce tiraillement qui fait que lorsque tu souffres d'un trouble alimentaire, tu as souvent l'impression de te battre contre toi-même. Et ce que tu ressens, c'est pas de la faiblesse. Ton cerveau, il est littéralement en train de traiter une dissonance cognitive. Quand tu es face à un choix qui remet en question un comportement ancré, comme par exemple la restriction, ton cerveau, il entre dans une forme de tension qu'on appelle dissonance cognitive. Pour soulager cette tension, le cerveau, il choisit souvent la voie de moindre inconfort émotionnel, c'est-à-dire qu'il va nier, il va minimiser ou repousser. Pour t'aider à prendre conscience de tes résistances, tu peux aussi te poser ces questions suivantes. C'est de te demander, est-ce que je me trouve des excuses pour ne pas faire une action de guérison ? Est-ce que je me surprends à dire « je veux guérir » mais à agir à l'inverse ? Tu peux aussi avoir des moments où tu sens que tu vas mieux et que tu as envie de retourner à un moment de ta guérison où tu allais mal. Encore une fois, moi j'ai ressenti plein de résistance à la guérison quand j'étais malade, c'est normal vraiment. Je veux pas que là en t'écoutant ça tu te dises mais du coup c'est normal que j'y arrive pas vu que j'ai toutes ces résistances au changement, comment je vais faire, etc. Vraiment c'est normal. Et là d'ailleurs dans cette dernière partie je vais te donner plein de petits conseils pour t'aider à faire face à ces résistances à la guérison. Parce que, donc du coup, maintenant que je vous ai parlé de ces résistances au changement, soit à la guérison, que c'est concrètement comment potentiellement les repérer, comment elles se manifestent, je vais parler du coup de la partie plus concrète comme je fais tout le temps, parce que sur No Rain No Flowers, ce que j'aime bien, c'est vraiment vous apporter du concret, des solutions, des choses à essayer, des pistes pour avancer vers la guérison, parce que c'est ce que moi je manquais à l'époque où j'étais malade. Donc c'est parti. Une première chose, ça va être d'entraîner ton cerveau à la nouveauté. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que tu n'es pas bloqué ad vitam aeternam à cause de ces résistances. Guérir, c'est possible, j'en suis la preuve et je suis pas la seule, heureusement. Donc comment c'est possible ? Grâce à la neuroplasticité. J'en ai déjà parlé tout au début. La neuroplasticité, c'est cette capacité de ton cerveau à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de sa vie. Donc chaque nouvelle expérience, même si elle est minuscule, elle va créer une micro-empreinte dans ton système nerveux, et plus elle est répétée, plus elle va s'ancrer. Mais il ne faut pas attendre de réussir à manger ou de lâcher prise pour enclencher cette transformation neuronale. Tu peux commencer hors champ de l'alimentation en activant d'autres voies. Par exemple, je vais te donner des petites habitudes à créer hors alimentation pour entraîner ton cerveau à la nouveauté. Ces actes, ils n'ont rien à voir avec la nourriture, mais ils ont tout à voir avec ton cerveau. Ils t'aident à réapprendre, à sortir du contrôle, à faire de la place à l'inconnu, à créer de nouvelles associations positives. Donc par exemple, ça va être de changer un détail dans ta routine quotidienne. Par exemple, te brosser les dents avec l'autre main. Ça va être de faire une activité créative sans objectif, donc du dessin, du collage, la peinture. Tout ça, ça va te permettre de développer ta tolérance à l'imperfection. Ensuite, ça peut être de prendre 2 minutes par jour pour respirer sans but. Ça permet de diminuer l'activité de l'amygdale dans ton cerveau. Ensuite, ça va être de changer ton chemin habituel pour aller au travail, au sport ou en balade. Ça t'aide à sortir de l'automatisme. Ensuite, ça va être d'écouter une musique que tu ne connais pas et de laisser ton corps réagir spontanément. Donc faire du mouvement libre, de la danse, ça stimule les zones liées à la spontanéité et à la joie corporelle. Donc ça, c'est des petits exemples de petites nouveautés qui vont nourrir ton cerveau de sécurité dans le changement. Elles t'apprennent qu'on peut faire différemment sans danger. Un deuxième conseil, c'est d'accepter d'aller lentement. La guérison, c'est pas un sprint et surtout pas dans un cerveau qui a longtemps utilisé des stratégies de contrôle, de rigidité ou d'évitement. Aller lentement, c'est ce qui permet au cerveau d'intégrer réellement les changements. Donc il faut vraiment accepter ça, il faut vraiment garder ça dans un coin de ta tête.
Un troisième conseil, ça va être d'utiliser la visualisation pour reprogrammer ton cerveau. J'en ai déjà parlé parce que c'est quelque chose que j'utilisais dans ma guérison. La visualisation, elle est puissante puisque ce que tu imagines avec intensité, ton cerveau le traite presque comme une expérience réelle. Il y a des études en neurosciences qui montrent que visualiser une action active les mêmes régions cérébrales que le fait de le faire réellement. Donc c'est un levier très puissant de la neuroplasticité. Ce que ça veut dire pour toi, c'est que tu peux t'habituer à la guérison, à la sécurité, au lâcher-prise, avant même de les vivre réellement, en les visualisant régulièrement. Moi, je m'imaginais littéralement guérie, je m'imaginais comment mes proches seraient fiers, ce que je ferais comme activité, je m'imaginais comme si je n'avais plus aucune peur. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui m'ont aidée, j'en suis certaine. Un quatrième conseil, c'est la corégulation. Donc, on va appeler ça aussi les relations sécurisantes. On guérit dans le lien, pas dans l'isolement. Et c'est là qu'intervient un mécanisme fondamental qui s'appelle la corégulation. La corégulation, c'est un processus naturel par lequel le système nerveux d'une personne s'apaise au contact d'un autre système nerveux calme et bienveillant. C'est pas dans la tête, c'est vraiment physiologique. C'est pour ça que parfois aller chez le psy, ça fait du bien, parce qu'on est face à un être humain calme, qui ne juge pas, qui écoute. Parfois, ça fait la même chose quand on est avec une personne de confiance, et à l'inverse, parfois on se sent hyper tendu sans trop savoir pourquoi, en compagnie de certaines personnes qui n'ont pas un système nerveux apaisé, on va dire. La corégulation, ça repose sur un mécanisme clé, le nerf vague ventral. C'est une branche du système parasympathique activée quand on se sent en sécurité sociale. Donc qu'est-ce que ça veut dire la sécurité sociale ? C'est des regards doux, une voix posée, un contact physique rassurant, un ton chaleureux. Quand ce nerf vague il est activé, il va diminuer le rythme cardiaque et la respiration, il va détendre les muscles, il désactive les réponses de stress ou de fuite et il active les zones du cerveau liées à la connexion sociale et au plaisir. Je vous en ai déjà brièvement parlé dans mon épisode hors série où je vous parlais des choses que j'avais mises en place pour sortir d'une période très difficile. Donc en gros, la présence d'un autre qui est calme peut calmer ce que seul on n'arrive pas à apaiser. Quand on lutte contre un trouble alimentaire ou un traumatisme, le corps il est souvent en mode survie. Le cerveau il se méfie, il anticipe le danger, il se replie, il résiste, il évite, il se protège. Dans cet état-là, c'est un peu difficile de se rassurer seul. Parce que le système nerveux il est déréglé, il est trop activé, il est suractivé ou au contraire il est figé. La corégulation, elle va vraiment venir comme une bulle de sécurité. C'est un véritable outil pour aider à apaiser les résistances à la guérison. Donc comment activer la corégulation dans sa vie ? Ça passe par des choses simples. C'est se faire prendre dans les bras, mais du coup par des personnes de confiance avec qui tu te sens bien. Ça va être d'entendre une voix calme, ça va être de partager un fou rire, ça va être d'écouter une voix apaisante, même en podcast par exemple, vraiment. Donc chaque fois que tu vis ce type d'expérience, ton cerveau il apprend une nouvelle chose, c'est que la sécurité elle existe et qu'il peut relâcher le contrôle. Un cinquième conseil, ça va être le contact sensoriel. Quand on parle de résistance à la guérison, on imagine souvent un blocage psychologique, mais en réalité la résistance elle est souvent corporelle. D'ailleurs parfois ça peut se voir physiquement, parce que tu peux parler de quelque chose en ayant les bras croisés, les jambes croisées. C'est ton corps qui parle pour indiquer qu'il est fermé à cette idée. Et c'est là que le contact sensoriel positif devient un outil clé. Ce type de contact stimule l'insula, donc une zone du cerveau qui gère la perception des ressentis internes comme la faim, la chaleur, les douleurs, le confort, les émotions. Et quand tu te masses les mains ou que tu sens une odeur réconfortante, tu vas donner à ton cerveau des signaux concrets de sécurité. Tu vas activer ton système parasympathique, celui qui est calme et qui répare, et tu vas créer des associations de plaisir qui sont déconnectées de la nourriture ou du contrôle. Et moi, quand j'étais malade, il y avait une psychiatre qui m'avait dit que c'était important de prendre le temps chaque jour de se passer de la crème sur le corps délicatement, et je comprenais pas pourquoi c'était si important, mais en faisant cet épisode, en fait, je comprends mieux, et je trouve ça dommage qu'elle me l'ait pas expliqué à l'époque. Mais voilà, je vous le dis, c'est vraiment important d'avoir des gestes doux envers vous-même, de vous offrir des massages, de vous faire des soins du visage, des cheveux, de tout ça en fait. Ça peut être aussi de vous envelopper dans une couverture qui est ultra douce, ça peut être de marcher pieds nus sur un sol qui est moelleux, un tapis, une moquette, ça peut être de passer de l'huile essentielle sur les poignets, ça peut être de s'asseoir au soleil pour ressentir la chaleur sur la peau, ça peut être de prendre une douche chaude en te concentrant sur tes sensations. Toutes ces expériences, elles vont renforcer la connexion entre le corps et le cerveau. Le contact sensoriel positif, il va venir rééduquer ton système nerveux. Et il te dit, tu peux ressentir sans danger, tu peux exister dans ton corps sans souffrance. Ensuite, un 6e conseil, c'est le mouvement libre. Souvent dans les troubles alimentaires, le mouvement il est vraiment associé à la performance, à la punition, à un moyen de s'autoriser de manger ou de compenser un repas. Mais il existe une autre façon de bouger
Et cette forme-là, on l'appelle le mouvement libre. Le mouvement libre, ça va être la danse spontanée, de la marche intuitive, des étirements qui sont doux pour stimuler plusieurs zones cérébrales. Donc le système sensorimoteur, qui est relié à la conscience du corps et à sa position dans l'espace. Le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et les circuits de libération émotionnelle et de plasticité neuronale. Il y a une étude sur la danse-thérapie qui montre que le mouvement spontané, sans but esthétique ou sportif, il réduit significativement les symptômes dépressifs, le stress et l'anxiété. Et il renforce la régulation émotionnelle et le sentiment d'ancrage corporel. Tu bouges ni pour maigrir, ni pour réussir, ni pour mériter quoi que ce soit. Tu bouges juste pour te reconnecter. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais de la musique à fond dans ma chambre et je bougeais, mais sans faire de la danse pour faire du sport. C'était vraiment du mouvement doux pour m'abandonner en quelque sorte. Ça va être de te balancer doucement, de fermer les yeux, de t'étirer, mais sans chercher à forcer. C'est juste faire des mouvements doux pour prendre soin de ton corps. C'est te laisser danser n'importe comment, faire des mouvements fluides, amples, aucune performance, aucune règle. Le mouvement libre, ça va te permettre de reprendre contact avec ton corps en douceur. Ça va rééduquer ton système nerveux à bouger sans te faire violence. Et le dernier conseil, c'est la cohérence cardiaque. Face à une résistance au changement, ton corps il va percevoir la guérison comme un danger, un espace inconnu, sans contrôle, sans repère. Et face à l'inconnu, le corps il se crispe. Pour calmer cette alarme, t'as pas besoin de te forcer à aller mieux. Tu as besoin de rassurer ton système nerveux. Et l'un des moyens les plus simples, les plus puissants, les plus prouvés scientifiquement, c'est la respiration. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. La cohérence cardiaque, c'est une respiration rythmée, lente, régulière, volontaire. Par exemple, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Ce rythme, il va synchroniser ton cœur et ton cerveau. Et ce faisant, il va envoyer au système nerveux un signal de sécurité profonde. Il y a des études qui montrent que la cohérence cardiaque, elle va apaiser l'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau. Elle va activer le nerf vague, qui est le volet du système parasympathique, qui calme le corps, comme je t'ai dit plusieurs fois. Elle va améliorer la régulation émotionnelle et elle va réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. Les comportements de résistance apparaissent souvent quand le cerveau se sent menacé, mais quand tu pratiques la respiration consciente, tu envoies un message opposé à ton corps. Tu lui dis qu'il est en sécurité, qu'il peut se détendre et qu'il n'y a pas de danger ici. Et plus tu répètes ce message, plus ton système nerveux apprend à faire confiance. Il n'a plus besoin de résister. Il existe des applications pour t'aider à faire de la cohérence cardiaque, des applications gratuites. Moi, j'utilise l'application Respire, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et tu peux même programmer des alertes sur ces applis pour te rappeler de le faire. Donc, je te conseille de le faire au moins 2-3 fois par jour. Mais si déjà tu arrives à le faire une fois par jour, c'est génial. Voilà, j'arrive sur la fin de mon épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'aime beaucoup parler des mécanismes du cerveau, de la neuroplasticité, de la science et du lien avec le corps et le mental. Je trouve ça vraiment personnellement passionnant. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un retour. J'y mets beaucoup de temps, d'investissement et d'énergie. Donc n'oubliez pas de me laisser une note sur votre appli d'écoute sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça me soutient énormément. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.